Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Phil, qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Ben, écoute, il y en a tellement de choses. Petite balle courbe pour toi, mais tout ce qui se passe avec Lyon Électrique. OK, tu sais, puis après ça, qu'on soit contre, pour, on a des opinions divergentes par rapport à ça. Sauf que c'est un fiasco. Après ça, c'est de voir comment on va corriger le fiasco. Est-ce que le gouvernement doit remettre de l'argent, pas remettre de l'argent? Il y a des clients qui sont pris en otage là-dedans. Tu sais, il va falloir à un moment donné un vrai plan d'action. Puis, à mon sens, c'est mon opinion personnelle, mais... Je m'intéresse à l'étymologie du mot fiasco, en fait. Je dirais pas que c'est un fiasco, là. Je dirais que c'est une très mauvaise situation économique, évidemment, mais de là à dire que c'est un échec total, pas nécessairement... Mais tu sais, pas total, prenons ça différemment. Ouais. OK? On a une entreprise, moi et toi. On s'est trompé sur bien des choses. OK? Comme bien des entrepreneurs. Je suis super d'accord. Mais là, le gouvernement est venu plusieurs fois à notre secours. Avec là, des très petits montants, oui. Quand même venu à plusieurs fois parce qu'on a fait aller notre réseau de contacts. Là. Oui, mais sur la base des mérites de la technologie aussi. Là. En tout cas. Mais tu sais, à un moment donné, jusqu'à où tu donnes de l'argent à une équipe de direction qui n'a pas livré la marchandise? Mais les entreprises industrielles en forte croissance, ils ne livrent jamais la marchandise dans un premier temps. Là. C'est ce qu'on a vu avec plein de ces, ce qu'on appelle scale-up, là, Phil, qui ont de la difficulté à passer à travers cette vallée de la mort. Puis moi, mon inquiétude, c'est que le Québec a mis des... Tu sais, je sais que pour monsieur, madame, tout le monde, quand on dit 100 millions, c'est beaucoup d'argent, mais tu sais, on se bat contre d'autres pays, notamment la Chine, qui met ça à coût de centaines de milliards. Je suis d'accord. Ton petit 100 millions, tu sais, c'est cute, là, ça embauche quelques ingénieurs là, pendant une couple de semaines, mais tu sais, tu peux pas développer une puissance mondiale. Ouais, Nordvolt, c'est un autre dossier. Le président a été mis dehors. Ouais, effectivement. Bon, ouais. Moi, je pense que déjà, ça enverrait un signal fort que les nouveaux actionnaires ou les repreneurs décident... de mettre Marc Bédard dehors. Tabarnouche, t'es violent aujourd'hui. C'était Cyber Monday, Black Friday. Qu'est-ce que... Tu as acheté quelque chose? Oui, j'ai acheté une TV. T'as acheté une télé. TV, bon. hey, 35%. De l'électronique, hein? C'est vraiment... fou. On dirait que moi, dans ma tête, quand je pense Black Friday, je pense électronique. Pourtant, il y a plein d'autres catégories de biens qui sont vendus. Apparemment, les vêtements d'hiver, le type de ski et tout, c'est la rage, là, sur les différents détaillants. C'est quelqu'un qui travaille dans une boutique de commerce électronique qui me disait, là, c'est le début de l'hiver. Là, moi, je fais affaire avec un détaillant québécois qui fait ça. Là. Je veux pas le... dis-le. La dernière chasse. Oui, qui est l'Altitude Sport, mais vraiment écœurant brand québécois. Mais tu sais, les deals étaient extraordinaires. Mais c'est drôle, je pense que toi puis moi, on est arrivé à un moment donné dans le studio avec le même manteau. Toi, t'avais le noir, j'avais le bleu, mais c'était clairement, 80%. Oui, 80%. Écoute, juste peut-être pour donner quelques chiffres aux auditeurs, c'était un bon Black Friday. Là, j'ai eu ces données-là là, au moment où on enregistre le balado. Par contre, c'est un bon, dans le sens qu'il y a eu de la croissance sur le total des ventes, mais cette croissance-là est en quasi-totalité expliquée par l'inflation. C'est-à-dire qu'en quantité de biens, là, on n'a pas acheté beaucoup plus de biens que l'année dernière. Puis ça fait d'ailleurs 3-4 ans que c'est assez plat, là, la courbe, là, une faible croissance, 2,5, 3,5% d'année en année. Évidemment, il y a des gagnants et des perdants là-dedans, Phil. Puis ça m'emmène peut-être à un autre sujet dont je voulais parler avec toi. Il y a 2 magasins de jouets qui ont annoncé à Québec là, qui fermaient boutique. Je ne sais pas si tu as vu un peu cette histoire-là. Évidemment, bon, le premier, tout le monde le connaît ou presque, là, c'est Toys R Us, là, qui est une immense bannière qui a annoncé qu'ils fermaient leur magasin de Québec. De manière assez évidente, là, je pense que le domaine du jouet, là, il va pas très, très bien dans l'ensemble. Puis, tu sais, c'est un bien qui est non différencié, on pourrait dire. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Lego Star Wars au magasin qu'un Lego Star Wars sur Amazon. Non, mais tu sais, en fait, le problème, c'est que c'est pas que les gens achètent moins de jouets. Dans les faits, évidemment, c'est une catégorie de biens. C'est une marque, selon moi, qui est en perte de vitesse, qui a passé à travers des jeux. Toys R Us, ils ont fermé Babies R Us un peu partout.
En tout cas, moi, quand tu as des enfants, tu connais le Babies R Us. Tu connais ça? Oui, ben oui. Mais je pense, je ne veux pas me dire quelque chose d'erroné, mais ils ont passé aussi à travers une restructuration il y a quelques années. Tout à fait. Ben, puis en tout cas, il y a toute une histoire qu'ils avaient essayé de faire affaire avec Amazon. Ils sont un peu fait avoir, je pense, là, par Amazon. L'autre magasin qui a fermé, c'est Benjo. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, mais c'est un magasin, là, je pense qu'il est là depuis des décennies. Magasin indépendant, sur la rue Saint-Joseph à Québec, également, là, qui a annoncé qu'ils allaient fermer boutique là, de manière définitive. Et toujours un peu la même histoire. Puis c'est bon, là, ça, je trouve un peu plus triste parce qu'on parle vraiment de, Toys R Us, c'est triste, là, il y a des employés et tout ça, mais là, c'est vraiment une petite entreprise familiale, etc. Donc, bien triste. Devanture qui était toujours extraordinaire. Moi, j'habitais souvent à l'Hôtel Pur, qui est pas très loin, puis la devanture était toujours très agréable à tous les saisons de l'année. Et donc, je voulais te parler de ça, notamment, Phil, parce que, toujours sur Black Friday, Cyber Monday, en fait, ce qu'on a observé par-delà la faible croissance que je t'expliquais, c'est que non seulement, ça, c'est les statistiques consolidées, mais ce qu'on voit, en fait, c'est que le commerce électronique a beaucoup progressé, genre 13%, puis le commerce en point de vente a baissé cette année d'à peu près 8%. Donc, c'est ça qui donne une croissance mitigée, mais en fait, ça dissimule, en fait, une réalité qui est de plus en plus, Phil, on achète pour ces célébrations commerciales-là, non pas dans des points de vente, mais sur des sites web. Et j'ai comme une petite interprétation, c'est que, on vit une période actuellement où la vie nous paraît chère. Les gens ont moins d'économie, l'économie canadienne un peu au ralenti, fort taux de chômage. Et donc, moi, Phil, si j'avais à chercher des économies, c'est plus facile de le faire en comparant 4-5 sites web assis sur ton divan que d'aller chez Toys R Us, chez Benjo, chez je sais pas qui, comparer le prix de la boîte de Lego, là, tu comprends, dans la même philosophie. Donc, possiblement que cette migration vers le commerce électronique, évidemment, c'est une tendance là, depuis de nombreuses années, mais elle est accentuée par le fait qu'on est un petit peu plus proche de nos sous, fait qu'on veut mieux pouvoir comparer. Là, ça, les commerçants locaux, là, moi, je fais encore une fois, là, je suis un coureur, je vais souvent à une boutique de course à pied sur Saint-Denis que j'apprécie beaucoup. Et ils sont rendus qui donnent un excellent service. La boutique du coureur. Oui, c'est ça. Mais ils mettent maintenant des affiches parce que les clients viennent essayer le soulier. Puis ils achètent sur Amazon. Puis l'affiche est juste gentille de dire... on donne un bon service, mais laissez-nous. Ils sont même rendus que... moi, je l'ai fait 2-3 fois. Je ne suis pas sûr qu'ils vont dire qu'ils aiment ça, que je dis ça en ordre, mais moi, j'arrive à la caisse, je dis, regarde, il est 10$ de moins. Ils me le font tout de suite, là. Ouais. Tu comprends? Mais j'ai eu le service. Je te challengerais un peu, Phil, que je connais pas tes finances personnelles dans le détail, mais te mettre à bargainer des petits commerçants de 10$, je te trouve un peu on the cheap side. Et puis, évidemment, toujours là, dans cette grande, ce grand univers là, du commerce de détail, Phil, je sais pas si ça va être une bonne année pour les détaillants québécois. Je sais pas si ça va être une bonne année de manière générale. Comme je le disais, les gens ont moins de dépenses discrétionnaires, puis particulièrement moins d'économies discrétionnaires, donc particulièrement dans le 50% moins nanti de la société. Ce qu'on observe là, depuis la fin de la pandémie, c'est que les gens désépargnent actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont moins en moins de coussins et donc ils sont un petit peu dans une situation où ils n'ont pas beaucoup de capacité là, d'acheter, par exemple, des cadeaux, etc. On voit une stagnation d'ailleurs de la dépense prévue là, pour les fêtes cette année, alors que dans les faits, les salaires ont augmenté, etc. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Anecdote, ça fait 2 fois en l'espace d'à peu près 2 mois là, que je vois quelqu'un qui fait son épicerie là, qui est devant moi, là, en train de payer. Là, à la caisse et qui laisse des choses. Et enlève des items face au prix de l'épicerie. C'est ça vient me chercher énormément. Donc, effectivement... C'est un peu triste. Je voulais te raconter, écoute, on fait une longue introduction aujourd'hui, on se lâche. Mais 2 histoires liées à Amazon. Tu sais que je suis... j'ai presque le tatouage. Mais là, je boycotte Amazon depuis 2 semaines. Et c'est pas tant lié à Black Friday. Ils vont fermer un centre de distribution à cause de ça quelque part. Je dépense beaucoup de sous sur Amazon, OK? Je veux pas dire, mais je dis ma compagnie... deux histoires, le coup sur coup. Mais puis c'est 2 histoires qui sont sur
survenues là, cet automne, à quelques jours de différence, et qui sont pas liées entre elles, mais c'est comme la première fois que ça m'arrive sur Amazon. Les deux, j'ai possède à la maison des petits chauffages d'appoint que j'ai, là, tu sais, des fois, j'ai pas envie de chauffer toute la maison, je chauffe la chambre du bébé, et c'est des chauffages Wi-Fi, tu sais, donc que je peux contrôler avec mon téléphone, donc je peux les partir quand je suis pas là, tu sais, d'avance, etc. Eh bien, il y a eu un rappel sur ce produit-là, et là, donc, j'en ai 5 ou 6 de ces patentes-là, et là, pour être remboursé, à chaque fois, il faut que je remplisse comme un long formulaire, que je me réidentifie, que je mette le numéro de série. Tu sais, c'est comme très fastidieux. Et là, il faut que j'envoie une photo que j'ai coupé le fil d'alimentation électrique pour montrer que j'ai comme disable. Mais donc, je génère plein de déchets électroniques, bizarrement. Et ça, là, je vais faire ça là, de manière hyper fastidieuse. Et je vais peut-être être remboursé dans de nombreux mois. Et donc là, j'aurai plus de chauffage. Donc là, il faut que je m'en achète 5-6 autres. Là, et donc, là, en attendant mon remboursement, je vais comme redépenser quelques centaines de dollars. Mais c'est rare parce que d'habitude, ils sont vraiment on the gun, là, excusez l'anglicisme. Mais ça, c'est la première situation. La deuxième, qui est pire encore, je me suis commandé en février de cette année, le 2024. Ça fait 6-7 mois, mettons, un aspirateur là, à la main, imitation Dyson. Là, et il était, là, je sais pas, le $400, 50% de rabais. Là, je suis vraiment une victime des rabais. Donc, j'ai payé $200. Mais je pense c'est un truc qui, techniquement, valait 400. Je me dis, c'est de la qualité. Ça vient d'arrêter de fonctionner. Là, je suis un peu fâché. Puis là, je réalise finalement, à jouer avec la batterie, c'est tout un petit peu mal fait. Là. C'est pas du Dyson, on va s'entendre. Je veux pas faire de pub pour Dyson, mais tu comprends. Et donc là, j'écris à Amazon, je suis comme, je comprends que le mois de remboursement automatique est passé, mais là, il doit y avoir une garantie quelconque. Ah, Monsieur Gosselin, c'est parce qu'en fait, c'est un tiers qui vendait ça. Mais Prime, là, comme moi, je commande juste des trucs Prime, mais c'est pas nous. Je suis comme, comment c'est pas vous? Genre, j'ai acheté sur Amazon, genre, un truc, ça m'a été acheminé le lendemain par un camion Amazon, comme... Ah non, mais c'était un tiers. Contactez le tiers. Je suis comme, hey, d'autres, tu me niaises. Et là, donc, je vais dans... C'est super compliqué. Là, vraiment, trouver expérience client de merde. Là, je suis désolé. Je finis... Non, puis là, je retrouve dans mon panier. Là, tu cliques comme après 8 fois. Là, j'écris un petit mot. Désolé, monsieur, j'ai acheté votre produit. Nanana. Et je reçois un message automatique. Ce détaillant n'est plus sur Amazon. Et là, je suis comme... On est dans une drôle de zone grise. Là, donc, je te dis, je boycotte Amazon. Je suis comme un peu fâché après Amazon parce que il fut une époque où c'était quand même, on va se le dire, puis la raison pour laquelle des gens comme moi ont migré une grande partie de leurs achats là-dessus, c'était magique, Amazon. Et là, ça fait ces deux expériences-là, coup sur coup, où je réalise, je sais pas si tu es familier avec le terme là, emmerdification, enshitification. Non, c'est un genre de commentateur de marketing média là, qui dit qu'en fait, actuellement, ce qu'on observe dans la plupart de ces plateformes numériques-là, c'est une enshitification, une emmerdification. Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées à un niveau où elles ont atteint, là, elles ont acquis les clients qu'elles avaient à acquérir. Et là, soit elles augmentent les prix, soit elles baissent les standards de service. On le voit chez Google, on le voit chez Apple, on le voit... C'est vrai. Apple, c'était fou. À un moment donné, tu disais, je n'aime pas ce produit. Il t'envoyait genre un truc, renvoie-nous ça. Il t'envoyait un ordi neuf. Il te posait aucune question. À cette heure, là, essaie d'avoir un rendez-vous au Genius Bar. C'est genre dans 4 semaines. T'es comme, dude, j'ai pas de téléphone. Genre. Mais ouais, c'est assez spécial. Bref, écoute, c'était ma petite dithyrambe. On finit, Phil, rapidement. Je sais pas si tu as suivi l'histoire de la caisse de dépôt en Inde. C'est fou, hein? C'est complètement fou. C'est les mêmes acteurs. Là. Donc, il y a eu initialement cette histoire avec les panneaux solaires, là, Azure. Ouais. Bon. Et 3 des hauts dirigeants de la caisse auraient tenté de verser des pots de vin via un milliardaire indien pour, évidemment, faire en sorte d'obtenir les mandats. Eh bien... ces mêmes 3 personnages sont aussi impliqués dans des projets autoroutiers dans lesquels la caisse a investi... payé beaucoup plus cher que le double de ce qui était offert par tout le monde. Ouais. Et en réponse, la caisse invoque que l'Inde avait... le gouvernement qui vendait là, ces autoroutes avait mis un prix de réserve. Parce que quand tu fais un genre d'encan, tu as comme un prix minimum. Mais ma question, c'est comment est-ce que vous l'avez su qu'il y avait ce prix de réserve-là?
Donc, essentiellement, tout le monde a parié 200 millions, 300 millions, 500 millions. Le prix de réserve était 900 millions. Puis, étrangement, la Caisse a offert 1 milliard. Mais comme le deuxième bid, le deuxième pari à l'encan, c'était 500 millions. Il y a quelque chose, il y a anguille sur roche. Il y a quelqu'un qui ce qu'on va peut-être apprendre, puis ça, c'est de la pure spéculation, mais tu sais, c'était arrivé à SNC-Lavalin dans le passé, là, où est-ce que SNC-Lavalin s'est fait prendre les culottes baissées. Ah oui, hein? Ouais, solide dans le Tu connais mieux cette histoire. On dit Atkins Réaliste maintenant. Non, je sais, mais c'est pour ça que je ne veux pas les nommer parce qu'eux, ils font des bonnes affaires. Mais SNC-Lavalin... C'est une toute autre entreprise. Oui, à l'international, c'était fait prendre. Mais ce qu'ils ont réalisé à la fin, tu sais, le vice-président construction de SNC-Lavalin de l'époque, bizarrement, avait 50 millions dans un compte. Mais tu sais, il avait gagné 300 000 toute sa vie. Ouais. Il était très économe. C'est ça. Il mettait 90 de sa paie. Il habitait dans un 3,5 dans un demi-sous-sol. Les trois anciens de la Caisse, ils sont extrêmement riches. Oui, ça me surprendrait pas. Bref, une drôle d'histoire, encore une fois. Puis moi, j'aime bien la Caisse. Moi, dans ma gang d'amis, je suis celui qui défend constamment la Caisse. Mais je t'avoue que là-dessus, c'est un peu plus difficile de prendre leur défense. Et évidemment, en toute bonne institution comme la Caisse, les réponses qu'on obtient pour l'instant sont un peu laconiques, je vais dire ça comme ça. Tant aussi longtemps que dans l'enquête, on ne trouve pas ou on ne tombe pas sur un courriel d'un des hauts membres de la direction de Montréal, du siège social, qui approuve quelque chose, à un moment donné, ton gestionnaire a une certaine lassitude. S'il a bullshité, menti à ses propres patrons, c'est ça qu'il faut le savoir. Mais c'est toujours la même chose. Puis tu sais, comme moi, Phil, dans ces institutions-là, il devrait y avoir des contrôles, il doit y avoir une gestion de risque. C'est qui le patron de ce gars-là, même qu'il y ait courriel ou pas? Je veux dire, pense à l'entrepreneur qui fait une demande de subvention 50 000, là, qui fait c'est une coloscopie. Là, je présume qu'il devrait avoir une vérification diligente. Est-ce qu'on fait du Canada le 51e État américain, Philippe Richard Bertrand? Moi, j'aimerais ça. J'ai parlé avec Mario Dumont cette semaine. J'ai fait la liste des raisons pour lesquelles on devrait, mais évidemment, je suis totalement, et comme toi, j'espère, défavorable à cette idée. Du tout. Monsieur Trump a posté, tu sais, une photo là, avec le drapeau canadien sur fond d'Alpes suisses. D'ailleurs, un peu de confusion et de sénilité dans le bonhomme, mais donc, drôle de situation quand même. Drôle de situation, mais bon. Au-delà d'indexer les deux pays, là, déjà d'avoir la même monnaie, là, je pense qu'il y a une réflexion stratégique à avoir. Ça n'arrivera jamais, là, on s'entend. Je comprends même pas, comme c'est juste c'est du trollage de haut niveau, là, tout ça. Là. Mais indexation des deux pays, je suis d'accord. Mais la même monnaie non plus, Phil. Tu penses qu'on va s'en remettre à la Fed pour le taux directeur? Je veux dire, puis tu sais, tous les pays qui ont adopté la monnaie d'un autre pays sans avoir le contrôle, je veux dire, t'imagines, on aura encore des taux d'intérêt hyper élevés. Tu sais que le Parti québécois veut sa propre monnaie, là, on se sépare. Le dollar québécois. Le dollar québécois, on pourrait appeler ça le peso québécois. Bref, vous êtes à l'écoute de Prends pas ça pour du cash. Aujourd'hui, on a un seul invité, longue entrevue avec Jean-Denis Charret de la Chambre de commerce de l'Est, président, directeur général de la Chambre de commerce de l'Est. Et donc, on fait un retour là, un peu sur un sommet qui a eu lieu il y a un an, sur ce même sommet qui arrive. On va parler de la situation de l'Est de Montréal qui est assez particulière. Merci d'être à l'écoute et restez à l'antenne. On a une série de fun facts là, à la fin de l'émission aujourd'hui pour votre plaisir. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Il y a quelques jours, se tenait dans l'Est de Montréal, le sommet de l'Est. Je ne sais pas s'il y a un lien entre ces deux Est-là, en tout cas, mais bref, blague à part, on voulait faire un petit retour là-dessus parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Il y a eu la visite de la ministre. Et donc, qui de mieux que le directeur général de la Chambre de commerce de l'Est, PDG, de la Chambre de commerce de l'Est, Jean-Denis Charret, qu'on a déjà accueilli à l'émission. Bonjour, Jean-Denis. Merci de me recevoir. Ça fait grand plaisir. Ben écoute, commençons justement là, avec ce sommet de l'Est que vous avez annoncé. Oui, voilà, exactement. Donc, lundi, on a annoncé qu'on allait tenir la deuxième édition du sommet de l'Est le 7 avril prochain. Parfait. La première édition avait eu lieu le 13 novembre 2023. Exact. Donc, peut-être nous dire un petit peu là, qu'est-ce que c'est le sommet de l'Est, qu'est-ce qu'il y est dit, pourquoi un besoin de faire un tel sommet mais clairement, séparément, disons, d'un sommet montréalais, par exemple, Jean-Denis? Ouais. Écoute, moi, je suis arrivé à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal il y a à peu près 3 ans et demi, puis mon constat était clair, c'est qu'il fallait
accélérer l'action. Il y avait eu beaucoup de réflexions. On avait eu la déclaration là, sur l'Est de Montréal en 2018, identifier des priorités, là, que ce soit en amélioration des milieux de vie, en développement d'une économie innovante, en désenclavement de l'Est, mais là, il fallait bouger à l'époque. On a lancé un mouvement, puis l'Est de Montréal, il fallait collectivement, on travaille ensemble. Donc, on a créé un comité directeur avec 7 organisations. On voulait aussi convaincre les gens du centre-ville de Montréal que la métropole, le succès de la métropole passait par la revitalisation de l'Est de Montréal. Et donc, on a lancé le mouvement, on a créé un premier sommet en 2023. 750 millions de dollars y avaient été annoncés, mais dans la foulée, parce qu'on travaillait ça depuis plusieurs mois, on avait aussi annoncé la rénovation et la modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et on avait également annoncé quelques semaines après la toiture du stade olympique. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, l'Est, ça commence où? Oui, c'est... ça commence au bout de l'île, puis ça s'en vient tranquillement vers le centre-ville. Ah oui, jusqu'à Saint-Laurent, dans le fond. Mais on peut rire. Mais le territoire de la Chambre de commerce, qui est une loi du gouvernement du Canada qui date de centaines d'années, c'est la rue Saint-Laurent. Ah oui, OK. Mais disons, la réalité, de vos membres, sont... la réalité, là, c'est que je vous dirais Ateken, Papineau, c'est ça, la ville de Montréal-Est. Mais c'est très grand, puis on n'a pas voulu doter, parce qu'il y a plusieurs définitions, mais la réalité, c'est que plus on se dirige vers l'Est, plus on va continuer à aller vers l'Est. Alors, nous, tout projet qui se dirige vers l'Est, puis je vous dirais qu'on peut être actif un peu sur le quartier latin, sur le centre-ville-Est, mais bien entendu, après ça, le stade olympique, qui est un peu l'emblème là, où l'Est commence. T'as Angus aussi, qui pour nous font partie de l'Est. Puis on oublie souvent le nord-est, qui est extrêmement délaissé. Rivière-des-Prairies. Oui, mais tout ce qui est, les raffineries, là, cette partie-là, ça fait partie aussi du ça, c'est la ville de Montréal-Est, donc ce n'est pas fusionné. Peux-tu faire juste une petite parenthèse? Tu dis là, que de Saint-Laurent jusqu'à la Pointe, y avait-tu historiquement 2 chambres de commerce, une de Saint-Laurent au bout, puis une de Saint-Laurent à l'autre? À mon impression, c'était possiblement ça l'idée à l'époque. Maintenant, je découvre cette histoire-là. Maintenant, il y a la chambre métropolitaine qui elle, est sur l'ensemble de la région Les métropolitaine. gens du West Island, puisque c'est de bon ton de le dire en anglais, est-ce qu'ils ont une chambre de commerce aussi équivalente à... Eux, ils ont 3-4 chambres. Dans l'Est, on a fini par fusionner. Il y a une chambre à Montréal-Nord, mais je suis sur le conseil. Okay. Et donc, c'est plus concentré là, au sein d'une organisation dans l'Est de Montréal. C'est plus défragmenté dans l'Ouest de l'île. Donc, mais on voit de plus en plus les chambres de commerce comme activement dans les médias, actifs au niveau du support de l'entrepreneuriat, que ce soit autant de start-up PME que multinationales, parce que je présume que vous voulez une mixité de tout ça sur un territoire. Ouais. Mais est-ce que tu sens que l'Est de Montréal, en ce moment, est en... Tu sais, si tu es en train d'augmenter, si tu nos nerds, c'est quoi le feeling en ce moment? On est au début de la courbe, à mon avis. Le défi de l'Est de Montréal, c'est qu'on n'avait pas les éléments de base pour attirer le développement. L'Est de Montréal est un territoire qui est désenclavé. Ça, c'est le problème numéro 1. Deuxièmement, on avait hérité... Là, tu parles de transport? Transport collectif. L'autre volet, c'est qu'on avait hérité de passifs environnementaux. L'Est de Montréal, de son histoire, a contribué au développement industriel du Canada. On a bâti en grande partie l'économie du pays, mais on en a hérité des passifs environnementaux. Genre des raffineries qui ont quitté et qui ont quitté avant la loi sur l'environnement. Donc, ils n'avaient pas la nécessité de décontaminer les terrains. Et à l'époque, le coût de décontamination dépassait de grandement la valeur des terrains. Alors, ça ne s'est pas fait. Et là, aujourd'hui, il y a une donne qui change dans les dernières années. C'est qu'avec la pénurie un peu de terrains industriels, bien, la valeur des terrains a augmenté. Et là, on a attrapé le point d'équilibre où ça commence à être intéressant de dire, je vais prendre un terrain, je vais le décontaminer. Ça coûte des millions de dollars. Oui, ça peut coûter très cher. Mais, tu sais, pour les entreprises, pour bien connaître le territoire, là, parce que j'ai vécu à Ville d'Anjou dans ma vie. Donc, mais tu sais, c'est bien de vivre et c'est bien de faire de la business sur ce territoire-là. Moi, tu sais, Parc Maisonneuve, si t'es un coureur puis t'as un bureau dans le coin, c'est extraordinaire. Un petit peu plus en haut, là, je sais pas si c'est dans ton territoire, mais tu sais, l'ancienne carrière Miron, ils ont fait de quoi d'extraordinaire. Moi, je suis un coureur, tu sais. Alors, je cherche des spots pour courir, mais c'est incroyable. Il y a des leviers qu'on a qui sont cachés. Et donc là, moi, il y a 3 ans, je me dis, OK,
Là, il y a deux choses. Un, il faut changer ce narratif-là de « on est pauvre, ça va mal, il n'y a rien qui se fait ». Il faut que les gens saisissent que c'est la plus grande opportunité de création de valeur environnementale, économique et sociale dans l'Est de Montréal, sur l'ensemble du territoire. Je peux dire aux gens que, d'un point de vue du facteur de défavorisation, quand on regarde la carte, là, il y a un indice de défavorisation. Ouais. L'Est de l'île a la couleur négative sur toute la carte. Ah oui, hein? Et donc... Pourquoi, Jean-Denis? Bien, principalement... l'enclavement. Si tu n'as pas accès aux services de santé, tu n'as pas accès à l'éducation, si les entreprises ont peur, des fois, avaient peur à l'époque de s'y installer justement pour attirer les employés, et il y a eu probablement, politiquement, un manque d'intérêt dans les 40 dernières années envers l'Est de Montréal. La ligne bleue en est un bon exemple. Mais là, aujourd'hui, ça, je pense qu'on a réussi à le changer. C'est en train de changer. Et, by the way, là, si tu veux t'installer comme entreprise, là, je vais dire à l'entour du stade, ce que je connais, là, pour avoir fait des petites recherches pour relocaliser mon bureau, c'est quand tu regardes le coût du loyer par rapport au centre-ville de Montréal, c'est moins cher. Ou le Myland ou Griffintown, beaucoup moins cher. Donc intéressant. Collé sur un métro, des parcs, tu sais, c'est comme... on d'excellents est ailleurs. Restaurants, là. Ça a beaucoup changé. Vous verrez au Hogan et Beaufort, vous allez voir. Cette infopub est une présentation de la Chambre de commerce. Donc, vous faites ce sommet en avril. Oui. Et donc, entre le dernier sommet qui s'est tenu en novembre 2023 et celui qui arrive maintenant en avril, il y a eu un petit changement à Québec, notamment. Puis, drôlement, Mme Fréchette, je pense qu'elle est un peu connue dans l'Est de la ville de Montréal. C'est ta prédécesseur. C'est ma prédécesseur. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai fait la passation de pouvoir avec Mme Fréchette. Et donc, je devine qu'elle a aussi, à cœur, là, l'Est de Montréal, et la ministre de la Métropole, en plus d'avoir un des plus importants portefeuilles dans le gouvernement de la CAQ actuelle. C'est quoi ta vue? Tu sais, là, je sais que c'est un sujet probablement sensible, mais c'est quoi la nature des échanges, de la relation? Parle-nous un peu de Mme Fréchette en tant que personne qui peut forcément aider à faire avancer l'agenda de la Chambre. Le risque, quand il y a des transitions comme ça, c'est que les projets tombent dans les limbes. Il y a une transition, les choses tombent, il faut repartir l'éducation sur les opportunités, etc. La beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas à faire ça avec Mme Fréchette. Elle comprend parfaitement. Il y a 2 semaines, j'ai eu une rencontre de travail avec elle d'à peu près 1h30 pour repasser à travers les priorités du territoire, les projets structurants qui devaient arriver. Elle le comprend. Maintenant, ça fait 100 jours qu'elle est arrivée. Là, on va lui donner mais on lui donne jusqu'au 7 avril. Là, mais donc, l'idée, c'est... je pense qu'on peut reprendre rapidement. On ne perdra pas trop de temps. Mais c'est sûr que les grands projets structurants qu'on attend, là, puis ils avancent. Là. Au dernier sommet, on avait créé la Société de valorisation des terrains de l'Est parce qu'on disait à l'époque au ministre Fitzgibbon, il faut prendre contrôle de certains terrains stratégiques parce que... Prendre contrôle, ça veut dire les acheter, oui, ça, carrément. Puis c'est la Chambre qui achète? Non, du tout. On a, dans le fond, demandé, il y avait un programme de 100 millions pour acheter des petits terrains autour des grands terrains des pétrolières. C'était très difficile. C'est essentiellement, dans le fond, des terrains publics avec quelques terrains privés. Nous, ce qu'on a dit à l'époque, c'est non, est-ce qu'on peut prendre contrôle puis accélérer les grands terrains stratégiques centraux, y attirer des projets structurants? Vous allez voir, les terrains autour, ils vont se décontaminer. Et donc, au premier sommet, on a annoncé la création de la Société de développement des terrains de l'Est, un mandat qui a été donné à Fonds d'action, bien supervisé. Ça, c'est en cours. La coquille, elle est prête. La ministre le dit, je ne me serais pas avancé, mais elle le dit à notre événement. Il y a déjà des explorations sur certains terrains. On a des terrains en vue. Et ce qu'on veut, c'est accélérer la décontamination pour que les terrains soient prêts à être développés. Dans juste Montréal-Est, 29 millions de pieds carrés développés, l'équivalent de 500 terrains de football américain. À proximité d'un port, à proximité de la 40, à proximité de la 25. Et si on peut confirmer un projet de transport structurant, vous êtes capable de vous imaginer que dans les 18 derniers mois, il y a eu plus d'intérêt pour les terrains de l'Est de Montréal que dans les 15 dernières années. Ça, on va sortir à un moment donné des travaux du pont-tunnel, qui aide pas cet axe-là. Je serais pas si optimiste que ça, moi, Phil. On va tomber dans le métropolitain. Soit qu'on en fait un aquarium, puis on met des poissons dedans, ou je sais pas, là, mais je présume que dans les cartons, puis tout, vous avez analysé, parce qu'en ce moment, ça aide pas, là, je vais appeler ça le nord-est, là, dans le sens où quand moi j'ai allé dans ce coin-là, j'essaie de passer par Notre-Dame. J'essaie pas de passer par en haut, parce que c'est pas facile. Il va y avoir des enjeux dans les prochaines années. En même temps, c'est un chantier sûrement sur 15-20 ans. Mais il y a des choses, à mon avis, puis je les nommerai pas, mais
Il y a des projets actuellement sur la table. Et nous, ce qu'on a dit, vous avez vu ma sortie, puis le sommet est un peu là, c'est, là, il faut accélérer. Parce que on peut échapper ces projets-là. Ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est assurons-nous que les terrains sont prêts au développement. Parce que s'il y a 15 ans, les terrains avaient été prêts au développement, bien, peut-être qu'un projet comme Moderna serait installé dans l'Est de Montréal puis on aurait une zone d'innovation en santé. Puis s'il y a une chose qu'on sait, quand le gouvernement veut dézoner, contrôler le BAP, contrôler C, on l'a fait avec Northvolt. Alors, ils peuvent pas nous dire qu'on peut pas mettre la switch à on puis sauter une coupe d'étapes pour l'Est de Montréal. Je pense qu'on va passer par les bonnes étapes, mais il n'y a pas les mêmes enjeux dans Montréal-Est qu'on a sur d'autres terrains. Mais en même temps, ce qu'il faut s'assurer, c'est que la décontamination soit faite. Mais là, aujourd'hui, il y en a des terrains qui sont prêts. Et donc, si on peut finalement là, dire, OK, il va en avoir un transport structurant là, qui devient vraiment une colonne vertébrale du redéveloppement qui permet aux gens du Nord-Est, parce que c'est pas facile pour les gens du Nord-Est d'avoir accès au cœur de l'Est de Montréal pour venir y travailler. Et donc là, moi, ce que je veux dire... c'est en voiture, là, essentiellement. Mais ils n'ont pas tous des voitures, ces non, gens-là. C'est ce que je veux dire, mais c'est comme tu peux venir à pied, en vélo. Les distances, c'est grand l'Est. C'est périlleux. Là, mais ce que je veux dire, quelqu'un qui habiterait au bout de la pointe, à Montréal-Nord, venir travailler sur René Lévesque au coin de Bleury, là, c'est pas vraiment possible. En fait, à moins, comme dire, avoir une voiture. Puis là, en quel cas, ben là, il y a c'est le temps de trajet avec les embouteillages. C'est très long. Là, pour m'être promené pas mal en vélo sur l'île cet été, ça va plus vite en vélo qu'en voiture. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, le projet structurant de l'Est, ben, on a demandé, oui, à la ministre Fréchette, qu'on lui donne le temps d'arriver, mais elle connaît bien le dossier, mais au gouvernement du Québec, là, il faut accélérer. Il y a un rapport qui a été déposé par la RTM. Là, on est en mode tramway. C'est imparfait, mais en même temps, c'est un projet qui est sur la table. Et là, il manque 25 millions pour passer à l'étape d'avant-projet et vraiment finaliser ça pour pouvoir prendre une décision. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on peut aller de l'avant? Parce que les investisseurs, ils ont besoin de prévisibilité. Puis ça, c'est un des leviers importants. Là, les terrains commencent à être prêts. Puis il y a quelques autres infrastructures qui avaient été annoncées au dernier sommet de l'Est. On demande notamment à la Ville de Montréal pour des collecteurs d'égouts. C'est rien de sexy, mais si tu n'as pas de collecteur d'égouts, tu n'auras pas de projet. J'aimerais un peu interpeller le citoyen, le Jean-Denis Charest, parce que là, tu nous racontes ça, transport structurant, je veux dire... Il y a de bonnes chances que ça va voir le jour dans quelques années. Là, puis j'aimerais un peu t'entendre. Tu contribues à quelque chose, sachant très bien que tu risques de ne pas en voir les fruits, là, à moins que tu passes les 40 prochaines années de ta vie à la chambre. Mais c'est comment prendre un truc au point B puis de l'emmener au point D, sachant que le Z, il est comme vraiment, vraiment loin. C'est un peu particulier. Là, on est des gens, je pense, tous les trois, drivés par finir le truc, puis montrer le livrable et tout, là, dans un projet comme ça qui va se faire sûrement sur minimalement 10 ans, j'imagine. Là. Comment tu vois ça, Jean-Denis? Il y a des étapes, mais il y a quand même des choses qui se font maintenant. Fait que moi, ce que j'aime, c'est accélérer ce qui se fait maintenant. Là. La ligne bleue est en train de se faire. Là. Savez-vous les opportunités qui peuvent représenter 5 nouvelles stations de métro en création de logements, en redynamisation? Quel levier ça peut faire pour peut-être nous permettre de convaincre finalement les universités de venir dans les prochaines années s'installer plus fortement dans l'Est de Montréal? Alors, il y a des éléments à court terme comme ça. Le toit du stade, 20 % est fait, là. Là, la vraie question sur le stade, c'est pas est-ce qu'on doit ou pas faire le toit, c'est comment, à partir du moment où on a une infrastructure là, qui est pérenne et qui est opérationnelle, comment on crée de la grande valeur économique et sociale autour du stade olympique. Alors ça, on organise des gros parties, c'est ça, Phil? Il y a beaucoup de choses. Ici, on pourra repartir sur le sujet, mais moi, j'y crois énormément. Je pense qu'on peut de là, puis il y a même des projets économiques qui sont en train de regarder ce secteur-là. À parté, moi, je suis allé dans un meeting dans le mât du stade parce qu'il y a des entreprises. C'est vraiment... Desjardins. Des Desjardins, mais c'est là que je suis allé. C'est complet. C'est extraordinaire. Et c'est complet. C'est extraordinaire. La vue est très intéressante. On termine peut-être en te demandant, parce que c'est le sujet un peu de l'heure là, partout, aux États-Unis, il y a eu un changement. Enfin, il y aura, puisque c'est pas encore enacté. Le 20 janvier, M. Trump va prendre le pouvoir à la présidentielle. Le Congrès, le Sénat, on connaît la chanson. Là, tout a vraiment été remporté par les républicains. Il y a eu des annonces de tarifs de 25 %. Il y a eu, on parlait même
d'annexer le Canada et d'en faire un 50. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un gars comme toi, Jean-Denis, qu'est-ce que ton CA, la permanence de la Chambre, comment vous voyez venir un peu? C'est quand même une donnée qui impacte toute l'économie canadienne potentiellement. Est-ce que vous avez un point de vue? Oui, c'est sûr que c'est majeur. Là. La première des choses, c'est que je pense qu'il ne faut pas paniquer. Là. Puis je pense que c'est Jean Charest et Pierre-Marc Johnson qui ont dit là... On connaît la mécanique de négociation, fait qu'il faut avoir la tête froide. Maintenant, moi, lors de ma discussion avec la ministre, je lui ai dit, il faut prendre aussi un pas de recul puis regarder la compétitivité des entreprises. Ça, c'est un entrant. Mais après ça, il va y avoir aussi la tarification de l'électricité. Il y a, et donc, comment on s'assure de maintenir un environnement compétitif? Et là, on parle de prévisibilité. On est en train de le réduire. Alors, c'est pour ça, je pense qu'on a vu d'ailleurs peut-être un petit pas de recul sur le PL 69 en disant, ce qu'on avait en tête, PL 69, le projet de Mme projet Fréchette sur l'énergie, dire, attention, là, faut faire attention sur l'augmentation des tarifs d'électricité, parce que si on est frappé par un 25 % ou un 15 % puis en même temps, ça va peut-être créer des opportunités dans certaines filières, parce que si nous, on a 25 ou 10 % puis que la Chine, elle est frappée à 60 % bien là, peut-être que ça peut même générer aussi des opportunités dans certaines filières où le compétiteur principal provient de la Chine. Alors, on suit ça de près, mais bien entendu, après ça, il faut améliorer notre productivité. Mais pour améliorer notre productivité, il va falloir qu'on commence à augmenter nos investissements privés qui sont beaucoup trop bas et qui, lors de la première élection du président Trump, avaient diminuer de manière importante. Et sans investissement privé, ça va être dur de penser que notre productivité va augmenter. Et pour avoir des investissements privés, il faut penser à l'environnement d'affaires et à la compétitivité qui est offerte. Y a-t-il une mesure que tu penses qu'on devrait prendre au Québec qui permettrait justement d'augmenter la compétitivité, augmenter la productivité? Première des choses... Si tu avais une baguette magique, tu prenais la place de Mme Fréchette demain matin. Je ne sais pas si c'est Mme Fréchette qui a le levier, mais il y a une chose qu'on peut faire et qu'on contrôle. Ou M. Girard. Ouais. Mais en fait, c'est peut-être au gouvernement fédéral. Il y a une chose qu'on contrôle. Et ça s'appelle notre chaîne logistique. Et ça s'ajoute aux enjeux et aux tarifs. Et là, on est depuis 10 ans avec des conflits de travail sans arrêt qui créent des problèmes sur notre chaîne logistique. Et là, on fait des solutions à coût de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu réfères au port et au train? Je réfère au port de Montréal, au train, mais au port de Vancouver. Alors là, la première des choses, est-ce qu'on peut contrôler ce qu'on contrôle? C'est la chaîne logistique et on doit revoir les relations de travail dans ce secteur. Même à certains niveaux, Post-Canada. C'est dans le sens, ça fait partie, c'est le petit dernier maillon du début ou de la fin, mais on ne peut pas se permettre d'être dans un conflit perpétuel. Mais ça, on ne négocie pas ça avec le président Trump. On le contrôle. Ouais. Fait que moi, ce que j'appelle au gouvernement, et je l'ai dit à Mme Fréchette, les gouvernements provinciaux doivent faire pression sur le fédéral pour que ça, on le gère. Au moins, ça sera de côté. Le reste, on a du chemin à faire. Il y avait cette image, je sais pas si c'est Chapelot Y ou un autre, mais de Justin Trudeau. Puis là, il voit une banane, puis il dit « Ah non, je vais encore tomber. » Ça ressemble à ça, là, en toute franchise. Très bien. En tout cas, Jean-Denis Charest, président, directeur général de la Chambre de l'Est de Montréal. Merci d'être venu avec nous en studio. Vraiment un beau tour d'horizon de ce qui se passe dans ce beau coin de notre métropole. On va vous souhaiter bonne chance avec le Sommet de l'Est en avril avec de très bonnes nouvelles, j'espère. Tu nous feras un débrief, justement, suite à ça. Merci d'être venu en studio. Merci. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. C'est un drôle de show aujourd'hui, Phil. Je voulais te laisser avec quelques faits économiques totalement aléatoires. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Non, mais by the way, si tu savais le nombre de fois que je te cite, mais je te donne le crédit. J'ai utilisé le lipstick. Oui, OK. Souvent, OK. C'est bon, ça. L'autre, tu sais que tu nous avais donné de la vitre brisée. Oui, OK. OK. Mais moi, je trouve tout ça agréable. Il y a certains auditeurs, parce que je ne sais pas si des fois tu regardes les commentaires dans YouTube. Oui, moi, je fais ça. Ça m'arrive. On nous dit surtout que j'utilise beaucoup d'anglicisme. Il faut utiliser des mots français. C'est pour ça que j'ai le lipstick, je ne sais pas si... L'effet rouge à lèvres. L'effet rouge à lèvres, bon, tu vois. Je rappelle, l'effet rouge à lèvres, c'est cette idée qu'on va avoir des petites... Quand les temps sont durs, des petites indulgences. Là, donc, souvent, quand les... Le luxe augmente. Oui, mais le petit luxe. Ouais. Donc, on ne va pas acheter des sacs Louis Vuitton à 12 000 $, mais les petits rouges à lèvres là, vont très bien souvent quand l'économie... La théorie des fenêtres brisées... Ben, en fait, ce que je me rappelle, c'est que, en fait, fenêtre brisée veut dire que c'est pas si pire une fenêtre brisée parce que ça crée
des conséquences ou est-ce qu'il y a un cycle d'achat qui se crée par rapport à ça? Effectivement, en même temps, les symboles de bris dans la société peuvent engendrer de la criminalité. Là, donc, il y a toutes sortes d'effets. Là, tout ça est intéressant. Moi, je voulais te parler, Phil, de monnaie aujourd'hui. OK. Mais je ne sais pas si tu vas pouvoir t'en servir dans des conférences ou dans tes pitchs. Première affaire, un truc qui m'a interpellé, puis là, j'ai comme trouvé plein de trucs éparses là, sur le web. Savais-tu, Phil, que les billets de banque américains... En fait, quiz. De quoi sont faits les billets de banque américains? Du papier. Savais-tu qu'ils étaient faits à 90% de fibres de coton? Hey, mais c'est vrai que les billets américains ont touché. Ouais. Ils ont un petit quelque chose. Qui n'est pas comme le Canada, évidemment. C'est drôle, ce qui fait en sorte que, ultimement, la monnaie américaine, papier, pourrait être considéré comme un textile, ce qui est quand même un petit peu drôle. Et donc, c'est plusieurs raisons à ça, mais bon, comme tu l'as dit, la texture est un peu particulière et du coton, comme on le sait, on en porte toujours. C'est très résistant à l'eau, ce qui fait que des billets de banque américains, tu peux les laver comme à perpétuité, ils ne vont pas se désagréger, contrairement à une monnaie qui serait en pulpe de papier. Les services américains de renseignement doivent aimer ça parce qu'ils contrôlent la monnaie, là, qu'on parle de laver l'argent. Deuxième fait intéressant, les habitants de l'île de Yap, dans le Pacifique. Il faut me faire confiance là-dessus. J'ai un peu vérifié. Je n'ai pas fait une thèse de doctorat là-dessus, mais ils utilisaient en fait des pièces de calcaire qui étaient, elles, qui s'effritaient. Et donc, ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'ils ne transportaient pas nécessairement les pièces dans leur poche. La pièce, elle pouvait être là. Puis il y avait certaines pièces, dont une en particulier, qui pesait 4 tonnes. Elle était là. Et c'était comme, OK, Phil, je vais t'acheter ton veston. Maintenant, la roche est à toi. Et c'était ça, l'échange de monnaie. C'était une pièce visible dans le milieu du champ. C'est comme, là, maintenant... Fait tu sais, le 25 cents n'était pas dans ta poche. Le 25 cents, en fait, la grosse pièce de calcaire était là, visible à tous. Et on en changeait la propriété légitime sans nécessairement qu'il y ait une transaction qui se fasse entre les... Je te fais un fun fact par rapport à ça. Juste pour aller dans la même veine. Picasso, dans la fin de sa vie, avait, aussi bizarre que ça peut être, pas beaucoup d'argent. Je peux croire ça, oui. Et avait pris comme habitude, pour ne pas payer sa facture de restaurant, de faire un dessin sur le napperon. OK. Et de le signer. Et c'est de sa façon qu'il payait, lui. Mais tu comprends, il ne s'organisait pas toujours avec le restaurateur. Je vais essayer ça la prochaine fois que je vais chez Alexandre. Mais aujourd'hui, il y a un paquet de napperons qui se sont retrouvés en vente et qui valent, dans certains cas, des millions pour un lunch à 53 $. Intéressant. Le mot salaire, Philippe Richard Bertrand, vient du latin salarium, on est toujours dans la monnaie, qui désignait l'allocation en sel. Salarium, qui était donné aux soldats romains. Le sel, c'était une ressource précieuse, puis c'était comme perçu comme quelque chose que tu pouvais ajouter à ta nourriture. Donc, l'expression « valoir son pesant de sel », c'est de là que vient le salaire. Écoute, j'ai presque terminé, mais une petite affaire qui m'a bien amusé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des îles du Pacifique qui émettaient de la monnaie, mais la monnaie avait une date de péremption. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ta monnaie valait plus rien. C'est comme les chèques de Trudeau, ça. Pardon, excusez-moi le petit mot d'église. C'était intéressant. Puis en fait, pourquoi est-ce que la monnaie périmait? Parce qu'en fait, ils avaient peur d'être envahis par des ennemis, là, par l'Axe. Et ils se disaient, comme ça, ils ne pourront pas saisir notre monnaie puis la garder ou l'utiliser à leur essence. Donc, si on n'est plus là pour en émettre de la nouvelle, ils n'auront pas accès à notre économie. C'est pas fou. C'est quand même assez judicieux. Ouais. Dernière affaire qui me fait quand même un peu capoter, Phil, la pièce britannique de 1 pence, là, je pense qui est un cent là, équivalent. Jusqu'en 1992, là, je te parle pas, on était en vie jusqu'en 1992, puis il doit y en avoir encore en circulation. Contenait tellement de cuivre pur que si tu l'exposais à certains acides, ça générait du cyanure, puis ça pouvait te tuer. Ce qui est quand même assez fabuleux. Et donc, voilà, si tu étais un agent du MI6, tu pouvais juste traîner des petites scènes avec ton petit flacon d'acide, de le mettre dans la bouche, puis ça tuait quelqu'un. Un petit peu hallucinant. Bref, la monnaie, c'est toujours un sujet intéressant pour moi de prédilection. D'ailleurs, petite recommandation de lecture pour les Uber Geeks seulement. Là, parmi nos auditeurs, il faut vraiment être un
total passionné d'économie. Il y a le livre de David Graeber, là, Graeber, qui raconte les 5000 premières années de la dette, du concept de la dette. Et là-dedans, il parle d'où vient la monnaie, d'où viennent les normes d'échange et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut avoir, comme les Canadiens, 170% de notre salaire en dette. Comment on peut avoir, comme le Canada, 100% de notre PIB en dette. Il raconte l'histoire de ça. C'est vraiment intéressant. C'est super geek, là, honnêtement. C'est pas un roman là, qui se lit facilement. Écoute, je pense que ça fait 2 semaines que j'ai commencé. Je suis à la page 72. Là, fait que c'est un peu fastidieux. Un peu comme le livre Sapiens, à un moment donné. Ça, il fallait que tu le lis en partie. Moi, je l'ai dévoré, ce livre-là. Mais écoute, on fera... restez à l'écoute là, dans les prochaines semaines. On va vous faire un spécial de Noël un peu plus long. Puis je pense qu'on se fera peut-être une section recommandations de lecture. Tu me donnes l'idée. Bref, merci d'avoir été à l'antenne, à l'écoute de Prends pas ça pour du cash. Vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio. Trouvez Phil sur LinkedIn, finalement. Moi, partout ailleurs et sur LinkedIn. Et puis, on est toujours preneur de vos recommandations d'invités, vos questions, vos commentaires. Pour ceux et celles qui trouvent que j'utilise des anglicismes sur YouTube, désolé, il y en a dans l'émission d'aujourd'hui. Je ne peux pas faire autrement. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.